Vous l'avez déjà vu. Et dans ce début, il y a déjà des choses dont vous parlez. Il y a déjà des choses que vous allez pouvoir revoir. Une fois qu'on fait le travail ensemble, il va être indispensable pour vous de reprendre notre travail. Si vous ne comprenez pas qu'il faut reprendre le travail à 4 fois le même. C'est pas une bonne chose, hein. C'est pas une bonne chose. Mais si on avait pu faire autrement, on n'aurait pas autrement. Moi, je vais rentrer les profs en fait, la semaine prochaine, et en classe prépa. Pour vous donner un ordre d'idée, j'accueille mes élèves à 10h, je commence le cours à 14h. D'accord? Donc après, je peux vous voir. C'est simplement pour cette raison-là qu'on a mis les cours cette semaine. Mais normalement, on aurait dû faire un cours en début de semaine, un cours en fin de semaine, un autre cours la deuxième semaine en début, et enfin, le dernier cours en fin de dernière semaine. On a ça plus. Donc, il faut bien que vous compreniez que vous avez un travail à effectuer après ce cours de relecture et en même temps d'anticipation du cours du lendemain. Ça va être très compliqué, mais c'est largement faisable. Donc, je vais vous parler maintenant de l'UE4. Alors, vous avez compris qu'on marche sur des œufs, puisqu'il y a peu d'informations qui filtrent réellement de la fac. Ok, on a le planning, d'accord, on a les crédits ECTS, on a le nombre d'heures, ok. On a même le titre des leçons que vous allez avoir. Ben, on va se rendre compte qu'il manque des informations. Alors d'abord, l'UE4, il faut comprendre que c'est une matière qui est sinistrée depuis de très nombreuses années. C'est-à-dire que c'est la matière qui est prioritairement oubliée par les candidats, et volontairement oubliée. La raison, elle est très simple et historique. Je ne sais pas reprendre mon souffle, pardon. La raison est très simple et elle est historique. À l'époque, il y avait 2 concours distincts, avant 2010, et ça a duré depuis très très longtemps. Vous aviez donc médecine et pharmacie. Les pharmaciens avaient un programme de pharma et qui avait lieu le premier quad, et les médecins avaient un programme de biostat, et ils étaient interrogés sur ce programme au 2e quad, c'est-à-dire que moi je travaille toute l'année. Je travaille toute l'année à ce moment-là. Lorsqu'on arrive à la licence PACES, on fusionne les 2 universités. Et là, vous n'êtes pas au courant, mais il y a des conflits entre les professeurs, des conflits de pouvoir. Moi, j'ai des heures, moi, j'ai ci, j'ai pas envie de perdre des heures, etc., etc. Alors, ce qui s'est passé, c'est très simple. C'est qu'avant 2010, en médecine, le professeur qui s'occupait de l'enseignement en médecine, c'est un horloger. Il a fait un travail d'orfèvre, un travail absolument remarquable. Il a conçu un polycopier de 160 pages, dans lequel moi-même j'ai appris des choses, parce que c'était vraiment en lien avec le milieu médical, donc des choses qui n'étaient pas enseignées dans les études, proprement parler. Et il a fait un travail absolument phénoménal. Les choses étaient très claires, c'était assez copieux, assez costaud, mais la matière était bien travaillée. C'était une des matières préférées en médecine à l'époque. Moi, je me souviens avec le groupe d'étudiants que j'avais, on était à 14 de moyenne, facile. Facile. D'accord ? La forme du concours, c'était 20 QCM en 30 minutes, enfin la même chose que ce qu'on a aujourd'hui. En pharmacie, c'était tout le contraire. Un professeur qui déteste ce qu'il fait, qui n'est pas un enseignant en mathématiques, qui propose un niveau très élevé mais qui n'explique rien parce qu'il n'a pas de niveau pour comprendre ce qu'il fait, d'accord ? Et donc, on a une matière vraiment traumatisante. De plus, ce n'est pas un QCM de 30 minutes. C'est 1h30 de concours sur une copie en rédigeant, comme au bac, d'accord ? Enfin, pas sur le même timing, mais vous avez compris le concept. Cette matière est complètement sinistrée, on est sur du 5-6 de moyenne générale, et encore, sachez que vous pouvez vérifier sur le site de l'AMU qu'il ne filtre pas les notes, il ne redonne pas les notes. On ne sait pas ce qui se passe derrière. Et ça, c'est volontaire, hein, parce qu'il y a des matières qui dévisent complètement. Bref, on arrive en 2010, les 2 matières fusionnent. Hop, petit conflit de pouvoir, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus grand, c'est moi le plus grand. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils ne s'entendent pas. Le 4 est créé au premier semestre qui est plus court que le 2e. Alors, premier semestre, quadrimestre, enfin, vous prenez le terme qui vous plaît, ça ne vous dérange pas. C'est plus court. Et le prof de médecine décide qu'il ne changera rien. Donc, vous avez tout le programme de médecine d'avant 2010, avec le même polycopier qui existe depuis les années 90. Véridique. Rien n'a été changé. Rien n'a été enlevé. Il n'y a pas une virgule de différence. Vous avez un polycopiage au programme de l'UE4. Au premier quad, avec en moins de pharma,
Il a voulu sortir les biscottos. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé créer, pomper, j'ai jamais su, un polycopier. Je ne sais plus combien il s'agit, 65, 70, 80. Et il vous a ajouté ce polycopier au premier quad. Quad dans lequel vous avez un mois de moins. On est d'accord, vous bien suivi la chose. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en termes de contenu ce que ça représente. C'est absolument innommable. Alors ensuite, il faut comprendre les choses. En licence PACES, l'UE4, c'est 32 heures d'enseignement. C'est donc la matière la plus petite en termes horaires. Pour la licence PASS, les choses elles changent un petit peu parce qu'il y a plus de matière. Ça n'est plus la matière la plus petite. On passe à 24 heures, donc on a moins d'heures. Mais il y a d'autres matières qui vont avoir 7 heures et 8 heures de cours. Économie type de 8, la facilité de coefficient au CTS. D'autre part, vous avez les crédits au CTS. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous me dites, hein, d'accord, c'est des crédits universitaires que vous avez dans toutes les licences. Mais vous avez également, à l'époque en tout cas, un barème de points. Donc, dans la licence PACES, les mathématiques permettent de récupérer 40 points. Alors, la question, c'est 40 sur combien? Sur 700. D'accord? Donc, forcément, ça paraît négligeable. Troisième remarque, vous avez des modalités de passage de concours. Alors, aujourd'hui, soit n'existe plus pour la licence PASS, qui est devenue une vraie licence, d'accord? Mais je ne sais pas avec quelle modalité, soit n'ont pas encore été publiées. C'est quelque chose qu'on verra plus tard. Mais dans les modalités de passage de concours, les choses sont très simples. En cas d'ex-aequo, vous avez un protocole à suivre. Et en cas d'ex-aequo, l'UE4, c'est la 6e matière sur 7 qui permet de partager. Bref, au vu de ce que je viens de vous raconter, matière traumatisante, avec le double de contenu réduit sur un seul quad et le quad le plus petit de l'année, d'accord? Matière avec le plus petit taux horaire, le plus petit coefficient, d'accord? Je parle toujours pour la PACES, la PACES, c'est des petites modifications, mais c'est à peu près la même chose. Vous comprenez pourquoi vos camarades ont complètement laissé tomber cette matière. C'est facile à comprendre. D'accord? Donc, voilà pourquoi l'UE4 est une matière qu'il ne faut pas. Si maintenant je suis devant vous, c'est pour une bonne raison. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi l'UE4 est une matière. D'abord, dans un premier temps, au niveau de la licence PACES, et je me répète, au niveau de la licence PACES, je ne sais pas encore ce qui va se passer. Je ne sais pas dans quelle mesure ça va être une vraie licence, pas une vraie licence. On se doute qu'il va y avoir un gap à un moment donné. Quoi. On se doute que tout le monde ne va pas pouvoir poursuivre, puisque le niveau Splodus est maintenu. C'est bien beau de dire qu'on fait une licence avec des ponts, peut-être, pour certains qui feraient d'autres licences annexes. Mais toujours est-il qu'à la fin, vous avez un niveau Splodus. Donc, vous allez avoir un certain nombre de médecins, point barre. Si on vous dit que cette année, il y a 405 médecins qui seront pris, le 406e, il va voir ailleurs. D'accord? Donc, qu'on le veuille ou pas, on a beau dans les textes faire passer cela comme une réforme avec une licence un peu plus en phase avec les autres, c'est pas encore une licence d'aptitude. D'accord? C'est encore un concours déguisé. Donc, ce qu'on va aller regarder, c'est ce qui se passe dans ce concours. C'est très simple. Hein? Alors, les chiffres ne sont pas mis à jour sur le site de la mine, je vous l'ai dit, mais moi, j'ai été hier soir. Enfin, en médecine, en 2018, la moyenne du dernier prix est de 15,4. En pharmacie, de 14,3. C'est la matière qui était la plus petite, la plus faible. En kiné, 16,3, dernier prix. En odontologie, 16,35. Et en maïeutique, 16,1. À ce niveau d'exigence, à ce niveau de concours, il faut savoir que vous avez un taux de pression, rien que sur le site local de Marseille, qui est de l'ordre de 10%. Vous avez à peu près 3000 candidatures pour 300 places. Là, c'est un peu augmenté, on passe à 400 pour médecine. Peu importe. Vous avez un taux de pression qui est de l'ordre de 15-20% environ. Mais ce sont des taux de pression similaires à l'agrégation, par exemple. Aux agrégations que vous rencontrez dans la matière, ce que vous voulez. Vous êtes sur un des concours les plus vieux de France. La plupart des concours ont un taux de pression qui est moindre que cela. Aujourd'hui, si vous voulez être prof avec le CAPES, allez-y, hein, le taux de pression il est de 90%, 80%. En gros, si vous n'êtes pas une chèvre, vous l'avez. Ce n'est pas le cas pour médecine, pharmacie, odontologie, kiné et maïeutique.
Donc déjà, à ce niveau d'exigence, il faut que vous fassiez une raison. Vous ne pouvez pas vous payer le luxe de faire une impasse. Premièrement. Deuxième chose, ben moi, ça fait très longtemps que j'enseigne, et je prends de maths, et moi, à un moment donné, j'ai voulu aller voir des chiffres de plus près. J'ai voulu aller voir s'il y avait un impact dans mon enseignement. Alors, les chiffres que je vais vous relater sont des chiffres qui ne sont pas inintéressants parce qu'ils portent sur plusieurs centaines de candidats. Mais vous comprenez bien que c'est une photographie dans le temps, que je ne peux pas vous promettre que c'est ce qui peut se passer tout le temps. Donc moi, ça fait longtemps que j'interviens dans des écuries, et sur les dernières écuries sur lesquelles j'intervenais, avant d'arriver à un master data, eh bien, c'était une écurie qui me proposait comme un bonus en fait. Donc j'avais des étudiants qui suivaient une écurie classique, où il y avait très peu d'heures de E4 enseignées par un tuteur, etc. Et puis vous avez des élèves qui avaient un cours un peu plus soutenu de maths. Et donc moi je me suis amusé à aller regarder les moyennes qu'ils avaient sur des concours blancs ou même sur le vrai concours parce qu'on a réussi à récupérer les notes. Pour vous donner une idée, donc je parle toujours sur la PACES, je n'ai pas de retour sur ce qui se passe. En U1, pour vous donner une idée, ceux qui avaient pris la formation de bonus, un peu plus appuyée, ils obtenaient 13,7 à peu près de moyenne. Et les autres, ceux qui bossaient sans cette formation bonus, donc déjà avec une formation, okay, ils étaient à 12,7 de moyenne. Alors à cela, vous ajustez le coefficient d'époque, puisqu'il y avait un coefficient, d'accord, okay, et je répète, ces coefficients, on ne les connaît pas aujourd'hui pour la licence passe, on ne sait pas si un article ou pas, d'accord. Donc du coup, ben, c'était coefficient 5 7 en pharma et 5 pour toutes les autres. Donc vous aviez à peu près 4,5 points d'écart au total, d'accord, rapporté au coefficient, entre ceux qui avaient pris le bonus U1, en quelque sorte, et ceux qui n'avaient pas. Vous savez encore aussi en passe, alors que j'avais 4 ans. Donc ici, eh bien, c'était la matière sur laquelle donc, les étudiants passaient le plus de temps. Alors, si je m'amuse à regarder les écarts en UE2 et U3 UE4, je n'ai pas tout vous montrer, mais je peux vous dire que les écarts en UE2, c'était de 2,7 à 3. Les écarts en UE3, c'était de l'ordre de 3,4. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était UE4. La petite matière à coefficient 2, d'accord, pour peut-être vos coefficients 7 ou 5. Et bien, en UE4, ceux qui n'avaient pas suivi l'enseignement mathématique étaient à 9,7. Et ceux qui l'avaient suivi étaient à 11,7. Vous faites le rapport à 3,8. OK? Autrement dit, ceux qui avaient bossé du E4 avaient rattrapé plus de points que ceux qui avaient bossé du E2 et du E3. C'est donc une matière dans laquelle on peut faire la différence. Non seulement on ne peut pas la négliger, parce que le niveau est tellement élevé que vous ne pouvez pas vous payer jusqu'à l'impasse, ou alors si vous faites une impasse, c'est que vous frappez 18,9 ailleurs. Mais en plus, le gars qui bossait, il était payé cash de son travail. Et les écarts de notes étaient beaucoup plus importants que dans les autres lieux, si bien que malgré le petit coefficient, eh bien, il est rattrapé plus de points. D'accord? Donc ça, il faut bien l'intégrer. L'UE4, c'est une matière qu'on peut travailler de façon intelligente. Et ça va être le job de vous montrer comment la travailler. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant sur la présentation que je vous fais? Non? Pas de questions? C'est clair pour tout le monde? Okay. Donc moi, je vais vous donner énormément d'astuces et de méthodologies pour travailler. En gros, vous avez compris, il va y avoir deux parties. La partie, entre guillemets, mathématique, celle qui représente une ancienne pharma, et la partie biostatistique, celle qui représente l'ancienne médecine. La partie biostatistique, je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas de mots, j'ai très précis, c'est une partie qui est proche de la perfection. La seule chose qui vous manque, c'est que c'est une partie qu'on peut travailler avec beaucoup d'assurance. La partie mathématique, c'est la foire. Et c'est la foire pour plein de raisons.
La raison principale, je l'ai dit, c'est que vous avez un enseignant qui n'en met pas un, et donc ça c'est très très compliqué. Et la deuxième raison, c'est que si vous réfléchissez bien quand on parle de partie mathématique, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre par exemple la notion de fonction. Alors si on commence à mettre la notion de fonction, moi je ne sais pas à quelle base vous êtes passé, je ne sais pas à quel niveau vous avez, mais sans aucune prétention, hein, vous pouvez sortir de 1220 dans les cas, je vous colle sur n'importe quoi. Parce que dans la notion de fonction, vous avez la continuité, la variabilité, toutes les formules à connaître, vous avez les propriétés. Si je vais sur les fonctions trigonométriques, vous avez des dizaines de propriétés, sur les angles courbes, les angles complémentaires, les angles. On peut planter qui on veut. C'est une matière qui est un puissant fond. Il n'y a pas d'exhaustivité dans cette matière, en fait. Et il y a une troisième raison, qui est liée à la première, c'est que le gars qui fait l'enseignement, il ne sait même pas ce que vous faites. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience qu'un terminal S en 2020 n'est pas un terminal S de 1990. Et je dis ça sans vous manquer de respect, bien entendu. Pendant des années, ils ont maintenu au programme des notions, d'accord, qui étaient plus ou moins légitimes à l'époque, mais qui ne sont plus du tout maintenant pour vous. Par exemple, à l'époque, avant 2010, vous faisiez, quand vous faisiez du calcul intégral, vous faisiez l'intégration par partie. Alors peut-être que parmi vous, il y a des enseignants qui en ont parlé, chose qui m'étonnerait, parce qu'avec le confinement, ça n'a pas dû être facile, le confinement de programme, ça n'a pas dû être facile de choses. Mais l'intégration par partie, c'est quelque chose qu'ils ont maintenu à la fac. Sauf qu'au lieu d'être une redite, c'est quelque chose de nouveau. Les équations différentielles, c'était au programme avant 2010, avant les changements de programme. Mais ça n'est plus depuis longtemps. Donc, quand vous arrivez sur les équations différentielles, c'est quelque chose qui est totalement nouveau, même si vous en avez vu un petit peu en physique. Résultat des courses, vous êtes complètement à la ramasse. Mais ce n'est pas votre faute. Ils ont maintenu un programme des années 2000 qui n'est plus le même. Donc, ça pose de vrais problèmes. D'accord? Alors, en ce qui concerne ce stage de pré-entrée, pour bien fixer les choses, moi, j'ai souhaité impérativement travailler au moins pour moitié la partie de. Vous avez compris que je ne vais pas pouvoir faire en 4 séances, même sur la licence PASS, on est sur du 24 heures, je ne vais pas pouvoir faire en 4 séances 100% du programme. C'est absolument infaisable. D'accord? Ne serait-ce que pour la partie maths, vous avez 4 séances en PASS, 3 séances en PASS. Et si vous regardez les titres, c'est les mêmes. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils vont enlever entre l'un et l'autre. Ça, je ne peux pas vous dire. Donc, moi, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre 2 séances pour la partie. Vous montrer l'essence et les astuces. Je vais survoler le polycopier, enfin, pas seulement survoler dans les détails, et je vais surtout vous montrer une liste de choses à savoir faire en astuces que vous pouvez identifier, que vous pouvez réutiliser, d'accord? Et ensuite, les 2 prochaines séances, donc celle de mercredi et jeudi, seront basées sur la partie biostatistique. Biostatistique, dans le biostatistique. Donc là, ça va nous permettre de nous lancer sur cette deuxième partie. Et il faut bien que vous compreniez qu'il faut surpasser l'horreur de la première. Quand je dis l'horreur, moi je suis prêt à tenir un pari. Hein. Allez à la fac, à la première séance du professeur. Allez-y. Vous y allez, vous regardez, vous comptez combien de personnes dans la classe. Et la semaine suivante, vous retournez pour compter. Et vous verrez. Vous verrez. Je suis prêt à tenir les paris. Il n'y a aucun souci. Les gens vont fuir. C'est infaisable, c'est incompréhensible. C'est absolument inenseigné. Donc, nous, on va faire notre mieux pour vous montrer comment ça marche. OK? Alors, vous avez normalement un support de cours et vous avez des séries d'exercices. Le format du concours, je ne vois pas pourquoi il changerait, mais pour l'instant, on n'a pas d'informations là-dessus. Le format du concours, c'est une série de QCM. Je pense que vous avez déjà été formé là-dessus. Je pense, si je peux me tromper, ce n'est pas les mêmes QCM que ceux qu'on a au bac. D'accord? Au bac, c'est bien gentillé, c'est il y a une bonne réponse, etc. Là, non. On peut avoir, on sait qu'on a au moins une bonne réponse, mais on peut en avoir une, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, parce qu'on a 5 propositions. Donc, en réalité, chacune des affirmations que vous avez a une valeur d'égalité, elle est soit vraie, soit fausse. Donc, en réalité, vous avez 5 points à checker. Si les 5 points sont justes, vous prenez le point de la question. Si vous faites une erreur, s'il y a 4 points seulement qui sont checkés, vous avez 0,5, c'est plus, 0,8, 0,5, et puis après, c'est fini, il n'y a plus de points. Donc déjà, c'est plus du tout la même chose. Parce qu'au bac, quand vous savez qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse, quand vous tombez dessus, vous ne lisez pas le reste. Mais là, si la première affirmation, la première insertion ou assertion
est exacte, ben, vous n'avez pas le choix, vous devez dire la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. D'accord? La seule chose qui est cool, c'est que si les 4 premières sont fausses, vous savez que la cinquième est obligatoirement nulle. C'est la seule chose que vous avez comme réponse. Donc, ben ça, c'est un exercice auquel il faut absolument se former. Et c'est la raison pour laquelle mes cours sont basés sur des QCM. Alors, vous avez quelques QCM qui sont des QCM plus orientés vers le cours, mais la quasi-totalité des QCM que vous avez sont quasiment des petits patterns. D'accord? C'est le type de questions que vous allez avoir en cours. Alors, autre chose, le premier tome, enfin, il s'appelle tome 2 en plus. D'accord? Pour bien montrer au prof de maths, il est en deuxième. Donc, le premier tome avec lequel vous avez travaillé, le tome maths en quelque sorte, d'accord, qui s'appelle tome 2, il fait, je sais plus, 65, 70, 80 pages, dans ces eaux-là. Peut-être plus. Vous les avez achetés ou pas encore les tomes? Parce qu'ils sont en vente à la fin, il me semble. 29 32 euros. Les tomes pour la CES. Bon, il faut les acheter de suite. Parce qu'il faut s'approprier les documents le plus possible. Achetez-les rapidement. Donc, le document, en fait, vous devez le coller. Normalement, c'est ça le document. Chose qui est absolument impossible pour vous le mais c'est la suite là. C'est normalement, vous êtes censé connaître le document. Alors, qu'est-ce que moi je propose dans le support de cours? Dans le support de cours, je propose en fait de faire un petit résumé de ce tome pour vous aider à orienter votre travail. Parce que si vous commencez à lire la première page, la deuxième, la troisième, et que vous allez après jusqu'à la page 90, ben vous allez vous noyer très très rapidement. Je peux vous dire, au bout de la 8e, 9e page, vous allez retenir le tome. Donc, moi, je vais vous proposer un support de cours, d'accord, qui vient compléter le tome, le vrai tome, et qui vient vous aider à mieux lire les choses. D'accord? Le but du jeu, il est là. Donc, la première notion qui est abordée, c'est celle de grandeur et dimension. Grandeur et dimension. Alors, j'adore, parce que cette notion-là, c'est une notion qui est somme toute relativement agréable. Ben, c'est une notion qui est bien dans la partie mathématique, mais c'est de la physique. Déjà, ça convient. Vous voyez? Donc, bon, écoutez, on fait avec. Hein. On fait avec. Et donc, dans la partie support de cours, vous avez un résumé de cours par rapport à cette notion. En ce qui nous concerne, nous pouvons attaquer directement le système, mais vous voyez, normalement, ces documents ont été conçus pour que vous les appropriez avant de nous rencontrer. Et donc là, on va être obligé de jongler avec les deux. Donc, dans la partie, alors je vais sortir le document aussi, comme ça, on ne pas de bêtises. Donc, dans la partie grandeur et dimension, l'idée est la suivante, c'est qu'on va définir la notion de grandeur physique. On va se rendre compte qu'il y a des grandeurs fondamentales, des grandeurs que vous manipulez le plus possible, d'accord? La longueur, la masse, ok? Et ces grandeurs-là, elles vont avoir des unités. Il va y avoir des unités et des unités dans le système international. Alors déjà, vous voyez, les choses se compliquent. Parce que selon les systèmes anglo-saxons ou le système métrique français, eh bien, on va avoir déjà des dissonances. Ok, est-ce qu'on va parler en kilomètres par heure, ou est-ce qu'on parle en miles par heure? Vous voyez? Donc ça, il faut trancher là-dessus. Et donc, dans cette partie-là, on vous explique comment fonctionnent ces unités-là, comment fonctionnent ces grandeurs-là. Et on va trancher, on va vous dire, voilà, quelle est l'unité de telle grandeur. En résumé, vous allez avoir un très grand tableau, voire plusieurs tableaux, dans lesquels vont être déclinées les grandeurs avec leurs symboles, avec les unités, et les unités dans le système international. Alors, niveau de difficulté, mathématiquement parlant, ou alors dans ce cas-là, physiquement parlant, niveau 1. C'est enfantin. N'importe qui se penche sur la question va comprendre de quoi il retourne pour jouer le jeu. En revanche, au final, il faut savoir que c'est quand même chronophage. Parce que se frapper l'apprentissage du tableau, c'est bon. Alors, c'est bien moindre que tous les cours que vous allez vous frapper en anatomie ou je ne sais quoi, mais mine de rien, c'est quand même beaucoup de temps. Ah oui, le résumé de la présentation, vous le savez tout à l'heure.
c'est qu'ok, il ne faut pas négliger le 4. Mais en fait, le résumé est très simple. Je vous demande d'accorder à l'UE4 uniquement le temps que vous devez lui accorder proportionnellement. Pas plus, mais pas moins. C'est-à-dire que quand je conçois mon cours pour ne pas mordre sur les autres matières. Mais je prends mon temps. Je prends le temps qui m'appartient. Et c'est ça qu'il faut que vous fassiez. D'accord? Si je passe sur la PACES, par exemple, d'accord? Donc là, je ne sais pas qui fait PACES, qui fait pas, je n'en sais rien. Mais sur la PACES, on avait dit coefficient 2, coefficient 5. Voilà, 5 heures de travail dans un, moi, je demande 2 heures de travail dans le 4. Vous voyez? C'est un rapport de proportionnalité. Donc, vous faites votre rapport de proportionnalité selon les licences que vous présentez. Et moi, je veux le temps que vous me devez en termes de proportionnalité. Ni plus, ni moins. C'est tout ce que je demande. Et normalement, vous le regrettez pas. OK? Donc, du coup, sur cette notion-là, niveau, j'ai envie de dire niveau facile, mais chronophage. Chronophage, parce que ça dépend de vos capacités de mémorisation. Il va falloir vous frapper beaucoup de tableaux. C'est pas si compliqué que ça, mais il faut se frapper le temps pour les apprendre. D'accord? Donc, c'est uniquement ça que vous comprenez. Alors, quels sont les savoir-faire? Quels sont ce que j'appelle les types de tâches à savoir-faire dans une notion? Eh bien, on va dégager ces types de tâches au fur et à mesure. La première chose, je viens de le dire, c'est de connaître les tableaux. De bien connaître les tableaux avec les symboles, le nom des grandeurs, les unités qui vont avec, le nom des unités, les symboles des unités, etc. Donc, on regarde la première question. Une pression s'exprime par la formule P égale à F sur S. C'est bon, vous voyez, vous avez vos deux documents côte à côte, hein, vous êtes obligé de monter avec, hein, ok? Plus la pression, quelle bon? Oui, une pression. Bah, il manque la page 10. Regardez, on est passé en page 3, il en manque en fait. Alors, regarde s'il n'est pas plus loin, parce que c'est pas normal, il y a une page 3 qui est continuée. 1, 3, 5, 7, 9. Il manque toutes les pages paires. Allez, on va le signaler. C'est le cas pour tout le monde? Bon, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Il y en a qui l'ont reçu par. Moi, je vais voir Valérie, je pareil. Il y a bien vos masques. Ne testez pas. Hein. Parce que de toute façon, il ne faut pas tuer les touches en général. Il y a beaucoup de concepts. Il y en a qui l'ont. Ouais, du coup, moi, je ne suis pas fait smartphone, mais là, en effet, si vous l'avez sur smartphone, il faut le prendre, d'accord? Ah ouais. Normalement, vous l'avez reçu par mail. C'est un coup d'œil. Je le tiens avec cette même photo. Parce qu'on vous a dit, ça commence, je vais vous surprendre par la question numéro 1. C'est bon, vous l'avez? C'est bon, vous en sortez? Il y a deux documents. Entre les exercices, d'accord? Mais du coup, c'est un complet au niveau du cours aussi. Bon.
C'est bon? Tout le monde a pour retrouver le document? Ah oui, tu n'as pas le choix, tu vas devoir demander, c'est bon. En que les exercices. Ok? C'est bon? Alors, une pression s'exprime par la formule petit p égale à grand F sur grand S. Alors, ici, j'ai dit que la première chose à faire, c'était de connaître le tableau. Connaître le tableau. La deuxième chose à faire, c'est de savoir manipuler ce qu'on appelle les équations en dimension. On va le faire actuellement, vous allez voir que c'est largement bon. Je cherche dans un premier temps la dimension de F. Alors, soit vous écrivez DIM égale F, soit mettez F entre crochets, ça dépend comment vous voyez les choses. La dimension de F, ben, il faut que je prenne mon tableau, d'accord? F est une force, et vous cherchez la ligne force. Et vous regardez la dimension associée, alors sur l'ordinateur, c'est pistonné, parce qu'en avant les deux, tu peux vraiment jongler l'un à l'autre. En regardant la ligne force, vous allez regarder la dimension du but associé. La dimension d'une force, c'est L, M, T-. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, vous avez 7 grandeurs fondamentales. S'il y a des questions, on me le dit. C'est quoi qui porte par contre? Il ne faut pas parler en même temps. C'est bon? Ok. Donc, la dimension de F, c'est L, M, T-. Je disais donc qu'il y avait 7 grandeurs fondamentales. Ici, vous en avez 3. L pour longueur. M pour masse. Ne confondez pas unité et grandeur. Et le T, ça sera quoi? Le temps, absolument. Donc, c'est les 3 grandeurs qu'on va étudier depuis que vous êtes en 5e, 4e. D'accord? Ça imprime, hein? Ouais, mais ça va de toute façon, je vais aller prendre leur smartphone pour. Ah, ben voilà. En attendant, comme ça, ils récupéreront à la fin du cours, d'accord? Il n'y a pas de souci. Ok. Donc, en fait, cette équation de dimension nous permet de comprendre qu'une force est au produit d'une longueur par une masse divisée, hein, la puissance moins 2, dimension de puissance. D'accord? Voilà ce que c'est que la dimension d'une force. Dans le même temps, je vais regarder la dimension d'une surface. Alors, qu'est-ce que c'est que la dimension d'une surface? Bon, ça fait partie des petites choses qu'on va connaître. Une surface, si vous reprenez vos formules que vous connaissez de l'école élémentaire, par exemple, l'aire d'un rectangle, ben, c'est longueur fois largeur. Mais longueur et largeur, ce sont deux longueurs en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Les deux s'expriment en mètres ou en centimètres, etc. Donc la dimension d'une surface, c'est L au carré. C'est longueur fois longueur. De la même façon, la dimension d'un volume, c'est L au cube. D'accord? Longueur fois largeur fois hauteur. Ok? C'est bien le produit de 3 longueurs. Donc intéressant à savoir. Donc maintenant qu'on vous dit que la pression, c'est le quotient d'une force par une surface, vous quotientez dimensionnellement parlant ces deux choses-là, vous allez donc avoir L, M, T-2 divisé par L au carré. Par quotient, j'obtiens donc L divisé par L carré, ça fera L puissance moins 1. D'accord? On exprime ça avec des puissances négatives. L puissance moins 1, M ne change pas, et T ne change pas. Au passage de cette question, c'est vraiment une question d'entraînement parce que je vous signale que vous aurez très bien pu prendre la ligne pression directement sur votre tableau. Et la ligne pression, donc on apprend la dimension par cœur, et c'est bien L-1, M-1. D'accord? Donc on voit qu'on est sur une question d'entraînement. On comprend comment ça marche. Alors déjà, ça, vous l'avez compris, moi je viens de passer 3 minutes, 5 minutes pour vous expliquer, mais ça, c'est connu par cœur finalement quand on réfléchit bien. Soit vous connaissez ça par cœur et vous trouvez ça en 3 secondes, soit vous connaissez ça par cœur directement. Donc du coup, déjà, on peut éliminer les mauvaises réponses. Donc déjà, toutes les réponses où il y a L puissance, où il n'y a pas L puissance moins 1, déjà elles dégagent la A, la C et la E. Je peux déjà les éliminer. Ok? Bon, on a bien avancé, il n'y a plus que 2 candidats. Alors déjà, ça veut dire qu'on peut se payer de répondre à ça. On sait qu'on va prendre des points. Déjà. D'accord?
Ce serait dommage de prendre peu de points, on ne va pas répondre au hasard. Mais on va regarder ce qui suit. Dans l'assertion B, on vous dit dim de P égale à ml-1 T-2, c'est le cas, et son unité de Pascal. Et vous avez compris que dans le tableau, il y a toute la ligne à prendre par cœur. Est-ce que le Pascal est bien l'unité attribuée à la pression? Ben, même avec la culture G, on peut répondre à cela, on entend dans les bulletins météorologiques. Donc oui. Donc la B est vraie. D'accord? Regardons maintenant la D. Et son unité est kilogramme mètre moins 1 seconde moins 2. Est-ce que cette unité est conforme à la dimension dont nous disposons? Kilogramme, oui, ça correspond à la masse. Mètre moins 1, oui, ça correspond bien à la longueur moins 1. Et enfin, seconde moins 2, oui, ça correspond bien à la grandeur, à la dimension des puissances minimales. Autrement dit, eh bien, l'unité kilogramme mètre moins 1 seconde moins 2 est aussi une unité de pression. Donc, les deux réponses, B et D, sont nécessaires. D'accord? Alors, quelle est la différence entre les deux? Ben, il n'y a pas grand-chose, c'est-à-dire qu'un Pascal est égal à 1 kg, mais en fait, la différence, c'est qu'il y a une unité qui est l'unité la plus utilisée. Dans ce cas-là, c'est le Pascal, c'est le joule, le watt, etc. Et vous avez ce qu'on appelle l'unité dans le système international. Et l'unité dans le système international utilisera les mètres secondes kilogrammes. D'accord? Voilà. Donc ça, tout ça, c'est marqué dans notre unité. Oui. C'est pas la A et du coup c'est la B. La A, il n'y a pas L puissance moins 1. Donc déjà, au niveau dimensionnel, j'ai mis tout ce qui est mauvaise réponse. Il ne restait plus que la B et la D comme candidat. J'ai lu chacune des deux, les deux sens. C'est bon? Ok. Question numéro 2. L'énergie et la puissance sont liées par une formule. Ok. Concernant la grandeur puissance, alors, là encore, soit je me sers de ce qui est marqué ici, c'est-à-dire que j'ai l'énergie divisée par le temps égale à la puissance. Oui, parce que si on parle de la puissance, c'est-à-dire que P fois T égale à E, c'est-à-dire que P égale à E sur T, évidemment. D'accord? Soit je connais par cœur, soit je me sers donc de l'énoncé, soit je connais par cœur la ligne sur la puissance. Et peut-être que je vais avoir besoin des deux. Donc, du coup, ici, je vais d'abord regarder, ou alors on regarde immédiatement la dimension d'une puissance. Quelle est la dimension d'une puissance? Il faut chercher. Il faut chercher dans le tableau. Et donc, normalement, vous tombez sur, pour ceux qui ont les deux, oui. Donc, M, L au carré, T puissance moins 3. M, L au carré, T puissance moins 3. Très bien. OK. Donc, qu'est-ce qu'on peut également rajouter? Oui. Au niveau des unités qui sont à connaître par cœur, d'accord? L'unité qu'on utilise, l'unité d'usage pour une puissance, je l'ai donné tout à l'heure, c'est le watt. D'accord? Au niveau de l'énergie, l'unité d'usage de l'énergie, vous la connaissez? Oui, c'est le joule. Donc, du coup, ici, quand on voit cette relation-là, si on la transforme en unité, on peut donc dire qu'un watt, c'est 1 joule par seconde. Vous voyez? Donc, on s'amuse à jouer avec les unités grâce aux équations en dimension. Maintenant, on est armé pour pouvoir répondre aux questions. Alors, pour la A, là, je l'arrête de suite. Vous pouvez observer que la dimension ne correspond pas à la dimension d'une puissance. On est tous d'accord? La B, est-ce qu'un watt égale 1 joule seconde? Non, c'est 1 joule par seconde. D'ailleurs, ça aussi, encore un petit peu de culture générale, hein, pas de mal. Beaucoup de personnes disent km/h. C'est une aberration. Une vitesse, c'est en kilomètres par heure. Je vous invite à regarder les bulletins météorologiques, où lorsque vous avez un journaliste qui parle de vitesse, 9 fois sur 10, il dit km/h. Éventuellement, on pourrait dire kilomètres à l'heure. Ça marcherait. Mais si vous écoutez bien, ça sera kilomètre/heure. C'est complètement une aberration. Une vitesse, c'est le quotient d'une distance par le temps. Donc, c'est des mètres ou des kilomètres divisés par des heures de seconde. D'accord? C'est bien par quelque chose. Bon, je refaire la parenthèse. Donc, la B est fausse.
Mais au passage, la C, elle est comment la C? Elle est forcément juive. Très bien. Est-ce que 10 de C égale à kilogramme mètre carré seconde moins 3? Ça, c'est un grand test. Il faut faire très attention à la formulation de l'énoncé. La dimension, c'est notée à l'aide de lettres majuscules. À ne pas confondre avec les unités. Donc ici, il y a incohérence. Peut-être que l'unité est bien dans le tableau, est bien dans la ligne du tableau correspondante, mais on ne parle pas de la même chose. On n'est pas dans les mêmes colonnes. D'accord? Donc la D est une aberration. Je n'ai même pas besoin d'aller réfléchir. Je sais que kilogramme mètre carré seconde moins 3, ça n'est pas une dimension. C'est une unité. Donc faites attention parce qu'il y a pas mal de questions parfois qui sont formulées avec des réponses qui pourraient être bonnes si elles étaient bien formulées. Mais là, c'est pas le cas. D'accord? Et enfin, est-ce qu'un watt, c'est un kilogramme mètre carré seconde moins 3? Oui, absolument, parce que quand on vérifie la cohérence dimensionnelle, le compte est bon. Réponse CE. Oui. La dimension s'exprime à l'aide de lettres majuscules, et ceux qui s'expriment avec des kilogrammes, des mètres et des secondes, ce sont des unités. Donc, ça ne parle pas de la même chose. Donc, la phrase est fausse dans sa construction grammaticale, en quelque sorte. Parce que déjà, il n'y a pas un mot français dedans. Mais vous avez compris ce que j'entends par là. On ne parle pas de la même chose. D'accord? C'est comme si tu considères une personne blonde, d'accord, qui a 20 ans, et tu formules une question en disant est-ce que. Alors, quelle est la couleur des cheveux? Tu veux la couleur. Tu dis la couleur des cheveux et 20 ans. Ben non. Oh, ça n'a pas de sens. D'accord? La couleur des cheveux, c'est bon, à 20 ans. C'est le même concept que c'est. Ok. Ça va, c'est bon pour tout le monde? Ok. Je vais quand même gagner un petit peu de temps, parce que je sais qu'après on va ramer. J'étais très très ambitieux, je donnais beaucoup de QCM, d'accord? D'ailleurs, une des méthodologies en 4, c'est de vous refaire tout ça. Je crois que je l'avais déjà dit, alors je ne sais pas qui parmi vous a suivi ou pas les stages précédemment. Il y en a qui m'ont peut-être déjà entendu pour l'ordinateur, d'accord? Et je l'ai déjà dit, hein. Le nerf de la guerre, c'est savoir refaire ce qu'on fait ensemble. On ne vous demande pas d'inventer, sans vous manquer de respect. Si vous étiez mathématicien, vous ne seriez pas devant moi. D'accord? Donc, du coup, on ne vous demande pas d'inventer des choses. On vous demande de savoir refaire les choses. Donc, le but du jeu, c'est que vous reprenez les QCM, vous cachez la réponse, en général d'ailleurs. Mais on n'a pas beaucoup de temps, en général, il ne faut pas être sur les QCM. Il y en a plein qui cliquent dessus. Non, en général, il ne faut pas le faire. Vous voyez, il faut garder les mots syntaxe et après, se donner les moyens de les refaire proprement, plusieurs fois d'affilée au cours du quadrimestre. Donc, du coup, je vais vous donner des réponses et puis vous pouvez les retrouver par vous. Parce que lorsque tu considères la dimension d'une puissance, on a n, l au carré, c'est moins 3. n, c'est une masse, donc gramme ou kilogramme. L au carré, c'est donc une longueur. Alors, cela dit, il faut quand même préciser quelque chose. Je ne peux pas mettre n'importe quelle masse. Là, on est dans le système international. Et dans le système international, l'unité de masse, ce n'est pas le gramme, c'est le kilogramme. D'ailleurs, c'est la seule unité où on a multiplié quelque chose. C'est la raison pour laquelle, en fait, 1 watt sera égal à 1 avec les unités du système international. Donc, n, c'est kilogramme. L au carré, l'unité du système international, c'est le mètre. Donc, ça sera mètre au carré. Et pas centimètre ou décimètre ou unité quoi. T puissance moins 3. L'unité de temps dans le système international, c'est la seconde. Donc, c'est la raison. Tu as bien fait de me faire préciser. D'autres questions? C'est bon? Donc, question 3, vous pourrez vous entraîner A, B, C, E. La question 4, on peut jeter un coup d'œil ensemble. Alors. On n'a pas fait la 3. Ça va? Tu vas bien? C'est bon? Ok. Alors, je passe à la question 4. Alors, ce qui va être intéressant dans cette question 4, en fait, tu vois la remarque pertinente que tu m'as fait faire, je l'aurais faite quand même dans la question 4. Parce que dans la question 4, en fait, on vous montre qu'il y a différentes unités qui ne sont pas systématiquement celles du système international. Ici, on va parler de deux systèmes, le système CGS et le système MKS.
Alors, qu'est-ce que c'est que le système MKS? C'est le système mètre, kilogramme, seconde. Et qu'est-ce que c'est que le système CGS? C'est le système centimètre, gramme, seconde. D'accord? Donc, en fait, vous avez des unités qui s'expriment différemment selon si on est en MKS ou en CGS. Je vous informe qu'il y a simplement une puissance de 10 de décalage entre les deux. Pourquoi changer de système d'unité? Pour une raison très simple. C'est qu'en physique, on est en mesure de travailler parfois sur le grand, voire même l'infiniment grand, et des fois, on est capable de travailler sur du petit, voire l'infiniment petit. Donc, en fonction de l'objet physique que vous travaillez, eh bien, on ne va pas s'amuser à prendre des unités qui nous font mettre des nombres à virgule considérablement derrière, ou des nombres ou des zéros considérablement. Enfin, vous avez compris le concept. On va s'adapter en fonction de. Et bien ici, je vous signale que vous avez le joule, qui est donc un joule, c'est dans le système international. Donc le système international, vous l'avez compris, c'est MKS. D'accord? Alors c'est quoi la dimension d'une énergie d'abord? La dimension d'une énergie, on l'a déjà vu, mais ça prend par cœur. M, L carré, T-2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un joule est égal à 1 kilogramme, mètre au carré, seconde moins 2. Voilà ce que vaut un joule. D'accord? Et bien, figurez-vous, moi je ne savais pas, mais il existe une autre unité de travail qui s'appelle l'erg. Sauf qu'un erg, c'est l'unité dans le système CGS. Ce qui veut dire qu'un erg, ou une erg, on va dire un erg, c'est quoi? C'est 1. Alors attention, on conserve la dimension, mais on passe dans le système CGS. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir des mètres, pardon, pour la masse, au lieu d'avoir des kilogrammes, on a des grammes, donc c'est 1 gramme. Pour la longueur, au lieu d'avoir des mètres, on a des centimètres, donc c'est centimètres carrés. Et la seconde ne change pas, c'est seconde moins 2. Et donc dans cette question, on vous demande quel est le lien entre un erg et une erg et un. D'accord? Donc, du coup, on va voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Parce que, en fait, alors ça dépend, quand je pars du joule pour aller vers l'air, l'air va être quand même ça n'a pas trop d'importance. Les deux sont fonctionnels. Allez, on va partir d'un. C'est donc 1 kg par mètre carré par seconde. Regardez l'astuce, je vais transformer les kilogrammes en grammes, et je vais transformer le mètre en centimètres. Par conséquent, alors moi je préfère travailler avec une puissance de 10, si vous n'êtes pas derrière, garder les 100, les 1000, les quoi, mais bon, normalement, lorsque vous êtes passé par les puissances, ça doit être jouable. D'accord? Donc, 1 kg, c'est 10 puissance 3 grammes. OK? Mètre au carré. Ça fait donc 10 puissance 2 cm. Attention, le tout au carré. Parenthésage, indispensable. Les secondes, elles ne changent pas. Alors, ça fait combien, ça? Si on regarde bien, j'ai un 10 puissance 3 qui résulte du kilogramme. Et si vous regardez bien ce qui se passe pour la dimension de la longueur, j'ai 10 au carré, puissance 2. Tout le monde se souvient qu'une puissance de puissance, on multiplie les exposants entre eux. Donc j'ai un 10 puissance 4. D'accord? J'ai un 10 puissance 4 centimètres carrés. J'obtiens donc 10 puissance 3 grammes, 10 puissance 4 centimètres carrés, seconde moins 2. Enfin, lorsque je multiplie les puissances entre elles, les exposants s'ajoutent. Donc, in fine, j'obtiens 10 puissance 7 grammes seconde au carré, centimètres carrés, pardon, seconde moins 2. Je viens de prouver que joule, c'est égal à 10 puissance 7 là, lui ou lui? À droite. Centimètre au carré, ça reste centimètre au carré. C'est l'unité d'air. J'ai L au carré. Donc, si j'ai des centimètres dans une parenthèse de 2 au carré, le carré se distribue sur la parenthèse. Donc, j'obtiens des centimètres carrés.
Ça, c'est la cohérence dimensionnelle. D'accord? Donc, eh ben la E est juste. Ni la B, ni la C, ni la D ne sont justes. Et on peut observer que... Alors, il reste à travailler sur la A. D'accord? Il reste à travailler sur la A. Pour voir si la A est juste, il faut transformer le mètre en centimètre. Donc, prenons la réponse qui est proposée, 0,01 grammes mètre au carré seconde moins 2. Le gramme est présent, donc ça c'est bon, mais on a un mètre à la place de centimètre. Donc, il faut que je remplace le mètre par les centimètres. Et donc, là, j'obtiens gramme par 10 au carré centimètres au carré fois seconde moins 2. Pour la même raison que précédemment, on obtient 0,01 g fois 10 puissance 4 cm² seconde moins 2. Et donc, enfin, 0,01 qui vaut 10 puissance moins 2 fois 10 puissance 4, ça fait donc 100 grammes cm² seconde moins 2. Donc, malheureusement, 0,01 g/m² seconde moins 2 n'est pas égal à un erg, puisque ça fait non pas 1 gramme cm² seconde moins 2, ça fait 100 grammes cm². Donc, à A est fausse. Voilà pour ce travail sur les unités. Un travail plus précis sur les unités en lien avec les dimensions. Ça va, le choc n'est pas trop grand? Bah attendez, ça fait quoi commencer. On va corriger la 5. On a là pour le dans la dimension. Donc, c'est un chapitre qui est un petit peu long, hein, d'accord? Dans la 4, c'était la... Bah oui, je peux même trouver à droite que la réponse. D'accord? C'est bon? Ok. Question 5. Alors, tu n'as pas le polycope là? Qu'est-ce qui est passé là? Okay. C'est bon? Allez, numéro 5. Alors, dans cette question, on considère la période d'un pendule, une longueur et l'accélération de la pesanteur. C'est bon, tout le monde a la question sous les yeux? Normalement, vous devriez l'avoir maintenant dans son papier. Donc, on considère une période, on considère une longueur, et on considère l'accélération de la pesanteur. On prétend qu'il y a une relation qui lie ces trois données. D'accord? Il y a une relation, mais on ne sait pas laquelle. Et ça tombe bien parce que je ne sais pas vous, moi je ne sais vraiment pas laquelle. Alors, on ne vous demande pas de retrouver la relation, mais on vous demande à l'aide d'une analyse dimensionnelle de trouver quelle est celle qui serait susceptible de l'être. Vous voyez la petite nuance. Parce que du coup, l'analyse dimensionnelle, on n'a pas la garantie qu'on est sur une bonne formule. On a une formule cohérente à un coefficient de. D'accord? Mais pas forcément exactement la bonne formule. Alors, pour comprendre de quoi il retourne, on va quand même regarder les dimensions de L, les dimensions de la période et la dimension de l'accélération. D'accord? Alors, la dimension la plus facile, c'est la dimension de la longueur. La dimension de la longueur, donc, on a dit que c'est un grand L. OK? La dimension de la période est également une dimension très facile. Quelle est la dimension d'une période? En secondes, bien entendu, d'accord? Oscillation d'un pendule, etc., d'accord? Donc, on est sur du temps. La dimension de la période, c'est du temps. Donc, on a du L et du T. Et enfin, quelle est l'accélération de la pesanteur? Alors, une accélération, c'est intéressant de savoir comment c'est fait une accélération. Est-ce que vous avez une idée de l'unité de l'accélération? Oui.
Répète. Second au carré. Il manque pas quelque chose? Mètre seconde. Mètre seconde moins 2. C'est pas le point, c'est sûr. Alors, il y a plusieurs façons mnémotechniques de s'en souvenir. Une vitesse, on a vu que c'était en kilomètres par heure, par exemple, ou mètres par seconde. Et en fait, souvenez-vous que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. C'est-à-dire qu'on quotiente, mais on quotiente par quoi? On quotiente par le temps. Quotienté par le temps, ça revient à diviser par le temps. Et donc, en effet, l'unité d'une accélération, c'est mètre seconde moins 2. Donc, sa dimension, c'est, alors mètre, c'est une longueur, et seconde moins 2, donc c'est le temps. Donc, la dimension d'une accélération, c'est L pour moins 2, la dimension de la longueur, c'est L, la dimension de la longueur, c'est L. Maintenant qu'on a ça, donc ça, c'est censé être du par cœur. Hein. Ça, normalement, ça prend 3 secondes. OK? Quand j'ai 3 secondes, je suis brave. Non, c'est du par cœur. On connaît son tableau, on connaît ses dimensions. Donc, maintenant, on va analyser chacune des formules. Je te remercie. Donc, je regarde la première formule. On nous propose pi L G. Pi, c'est une constante. Une constante sans dimension. En physique, il existe des constantes avec dimension, mais ce n'est pas le cas de pi. Pi est une constante sans dimension. D'accord? Donc, il n'intervient pas dans l'analyse dimensionnelle que nous allons faire. Petit l fois petit g, quelle est la dimension du résultat? C'est L. Et G, c'est l'accélération, donc c'est L fois Lt moins 2. Donc, on obtient L carré T puissance moins 2. Alors, qu'est-ce qu'on doit obtenir normalement? Ben, je devrais obtenir T, puisque je veux que ça soit une période. Donc, la formule A est complètement ridicule. Elle n'est pas du tout cohérente. D'un point de vue dimensionnel, on ne peut pas obtenir des secondes avec cette formule. Donc, elle est fausse. C'est bon, c'est suivi? On va tester la deuxième. 1 sur 2pi, L sur G. 1 sur 2pi, c'est une constante. Sans dimension. Elle n'intervient pas dans mon raisonnement. L sur G. Quelle est la dimension du résultat? Ben, j'ai divisé une longueur en L. Je divise par. Alors, normalement, ça c'est au brouillon, d'accord? On n'utilise pas de réfraction normalement conventionnelle. On utilise les puissances négatives qu'on a dit tout à l'heure. Donc, ça n'a pas d'importance. G, c'est donc Lt-2. Si je fais ça, je vois que les L disparaissent et j'obtiens 1 sur T puissance moins 2. Donc, j'obtiens T au carré. Je peux en tirer deux conclusions. La première, c'est que non, ce n'est pas la bonne. Mais la deuxième, c'est que c'est un indice fort. Si j'obtiens T au carré, moi, ce que je veux, c'est T. Donc, une simple racine carrée nous permet de revenir à T. Voilà. Donc, du coup, avec ce travail dimensionnel, je sais que L sur G n'est pas la bonne réponse, mais je sais qu'on n'est pas loin de la bonne réponse. Quand je vois racine de LG, je comprends pourquoi il y a la racine carrée, mais ce n'est pas LG qui va nous rendre service. Ce n'est pas la C qui sera bonne. Racine de L sur G, c'est bien sûr la bonne réponse. Et ça sera la seule, si vous regardez la E est fausse, obligatoirement. D'accord? Est-ce que ça veut dire que T est égal à racine carrée de L sur G? Attention, je ne peux pas l'affirmer. Je dis que c'est la seule formule qui pourrait être. Vous êtes fonctionnel, la question. Quelle est celle qui pourrait? C'est la vie. Ok, convaincu que l'analyse dimensionnelle, c'est assez sympathique. Il faut connaître les puissances. Il faut travailler avec les puissances pour faire ça. Ok? Donc, voilà pour cette question 5. C'est une application directe de votre cours. Vous le retrouvez dans le photocopie du cours. Il n'y a que D qui conviennent. Là encore, la question 6 est un petit peu difficile. C'est une application courte. Voilà, c'est un petit peu difficile parce qu'il y a des puissances alpha, puissance bêta, puissance gamma, mais en fait, ce sont uniquement des formules entre guillemets relatives à cette raison quatrième. Il faut se souvenir qu'une puissance de puissance est une multitude des exposants entre eux. Donc, je me permets de vous donner la réponse. On gagne quand même beaucoup de temps. Ça fait déjà 1h15 qu'on a démarré. Donc, ça sera seulement la réponse C. 6C. Vous avez la chance de me revoir demain, après-demain, après-demain. Donc, si vous coincez sur la question, moi, je vais commencer le cours en disant que donc, si vous voulez, on reprend, parce que c'était pas de souci. Ou alors, vous allez voir à la fin du cours. Vraiment ce que vous voulez. Vous êtes libre. Bon, cela dit, quand vous êtes le premier groupe, à la fin du cours, ça ne va pas marcher, parce que je vous ai le cours en groupe qui arrive dessus. Et vous pouvez venir me voir à 13h. OK? Il n'y a pas de souci.
Question 7, c'est la dernière question qu'on fera sur les grandeurs de dimension. Je pense que vous avez compris la philosophie. Vous avez compris qu'il pourrait très bien y avoir des questions pas simples, mais que globalement, la majeure partie de cette notion, c'est une notion qui est abordable, un peu chronophage, mais abordable. Donc, ça vaut le coup de la travailler quand on vous pouvez très bien vous contenter de savoir refaire les exercices qu'on fait ensemble. Mais déjà, vous voyez que pour savoir les refaire, ces exos, j'ai déjà sauté 2 questions, donc ça veut dire que le travail même, c'est déjà pas mal. Hein, on a déjà des questions qui envoient déjà du haut. OK? Alors, question 7. Une ou plusieurs des assertions suivantes sont vraies. Alors, ça, c'est la formulation des questions. Laquelle ou lesquelles? Et on constate que dans les 5 propositions, vous avez les mots pression, énergie et longueur, surface ou volume qui apparaissent. Alors, je vous rappelle que longueur, c'est L, surface, c'est L au carré, volume, c'est L au cube. Donc, du coup, je peux faire une analyse dimensionnelle très rapide de pression et d'énergie. Et après, je regarderai quel est l'écart qui est entre les deux. Si je regarde la dimension d'une pression, alors, on a déjà vu, hein, c'était vu tout à l'heure. Donc, la dimension d'une pression, normalement, ici, vous mettez le symbole de la pression. Et dans votre tableau, vous avez une lettre associée à votre pression. D'accord? Un P majuscule peut-être, mais je ne sais même pas sûr, peut-être un P minuscule. Parce que le P majuscule, c'est pour la puissance. Donc, ça aussi, il faut le connaître. Hein. Il pose des questions sur les majuscules, les minuscules, sur le nom des symboles. Il ne faut pas se planter entre le nom de l'unité et le nom de la grandeur sur laquelle vous travaillez. Vous voyez ce que ouais, c'est chaud. Enfin, quand on il faut connaître un tableau, il faut le connaître. Hein. Ce n'est pas le connaître comme un troisième. Hein. Non, c'est le connaître sur le bout du doigt. Ne pas se planter sur les lettres majuscules, minuscules, bien connaître tout ce qu'il faut. Donc, la dimension d'une pression, c'est L-1, M, T-2. Maintenant, la dimension de l'énergie, c'est quoi? C'est E? Le majuscule pour l'énergie? Ouais, E majuscule. Donc, la dimension d'énergie, c'est L au carré, M, T-2. Et donc, j'ai plus qu'à regarder. Alors, ça, je me permets de le faire parce que j'ai observé les 5 questions, les 5 propositions, parler de pression, parler du même objet mathématique, en fait, objet physique. OK? Ça me fait gagner du temps. Sans ça, je suis obligé de regarder les réponses une par une. Alors, maintenant que j'ai la dimension de la pression et la dimension de l'énergie, je peux voir le lien qu'il y a de l'un à l'autre. D'accord? Comment je fais pour passer du haut vers le bas? Comment je fais pour passer du haut vers le bas? Ben, les M sont les mêmes. Les T sont les mêmes. Donc, comment je fais pour passer du haut vers le bas? C'est pas ajouter, c'est pas une addition. Oui, par quoi? Par L au cube. Oui, je l'ai entendu par un volume. Maintenant, il faut qu'on lise et on regarde. Donc, il faudra le mot volume. Donc, en fait, il n'y a plus que 2 candidats possibles. Soit la D, soit la E. Une pression est homogène au produit. Au produit. Est-ce que ça, c'est ça fois ça? Vous voyez? Non, c'est le contraire, en fait. Vous vous percutez? Donc, c'est le quotient de ça par ça qui donne ça. OK? C'est le produit d'une pression par un volume qui donne une énergie. Donc, ça sera E, la seule bonne réponse de cette question. Très bien. Donc, première notion, grandeur et dimension. On a passé quand même pas mal de temps dessus. Bon, j'avais beaucoup de conseils de dégâts. J'ai présenté ma matière. J'ai parlé de la notion de grandeur et dimension. J'ai quand même gagné du temps en faisant des questions. Donc, il faut la travailler. Donc, quand vous aurez acheté votre photocopier, vous verrez les tableaux dans le table, il faudra les mais tous. Et je peux vous dire, malheureusement, ils sont tellement faits que vous ne pouvez rien rater. C'est-à-dire qu'un jour, il y a une année, il avait dit ah, je ne demande pas les 2 dernières lignes. C'est vrai, il ne pas donné, mais l'année suivante, il donne. Ça parlait sur le décret, je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça. Il était de radioactivité, il faut tout faire. C'est bien la prise de tête, mais en même temps, si vous êtes très scolaire, ça va. Ou si vous êtes malin aussi, ça va, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de liens de grandeur. C'est vachement intéressant de voir des liens entre grandeur. Voilà, si maintenant vous n'êtes pas sur un aspect ludique, sur un aspect vraiment scolaire, ça va vous prendre. Mais voilà. OK? Ça va, c'est bon pour tout le monde?
Très bien. Deuxième notion que nous abordons maintenant, c'est une notion d'arrondi. Alors, figurez-vous que même si le mot arrondi est un mot que vous avez rencontré dans votre scolarité en mathématiques, eh bien, nous allons voir la notion d'arrondi dans le cadre de la physique. D'accord? Et en fait, c'est assez intéressant quand on se penche dessus, mais ça n'est pas présenté de façon intéressante. Je ne comprenais pas pourquoi on aborde ça. Comme ça vient un petit peu comme un cheveu sous la soupe. J'explique la situation. Imaginons qu'on soit vraiment dans un esprit de physique, on emporte la physique, et qu'on fasse des mesures. Mais sachez que les mesures que nous effectuons ne peuvent pas être exactes. Il y a forcément une marge d'imprécision. Si par exemple, vous regardez ce qui se passe avec la sécurité routière, vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'il y a un radar flash, vous avez une marge de sécurité qui est de l'ordre de 10% lorsque vous êtes au-dessus de 130 et de 5 km/h quand vous êtes en dessous de 100. Ben pourquoi? Parce que c'est une mesure physique et qu'il y a une marge d'incertitude. OK? Et donc, pour se prémunir, l'État prend une marge assez conséquente, 5. Alors, du coup, vous avez, si vous avez permis, vous avez commencé à faire des tests, vous allez recevoir un jour une amende en disant vitesse retenue 51. Alors, vous allez râler, ouais, pour 1 km/h, je perds un point et tout. Mais non, vous étiez à 56 en départ. D'accord? En tout cas, le radar, vous allez mesurer pas 56 km/h avec dans des 5, ça fait ramener à 51, mais en fait, il y a de fortes chances que vous étiez bien au-dessus de 40. OK? Voilà, donc il faut bien préciser les choses. Maintenant, le radar était peut-être défectueux, et peut-être que vous étiez vraiment à 51, mais là, vous n'avez vraiment pas de doigt. Ça va, vous avez compris le concept. Alors, du coup, quand on fait des mesures physiques et qu'on est en train de faire des calculs, comprenez bien que l'erreur que vous faites sur une mesure, elle peut avoir des effets boule de neige. Et à la fin de votre calcul, vous tombez sur un résultat qui finalement ne pourrait n'avoir aucune réelle valeur, tant vous avez accumulé les erreurs d'arrondi. C'est la raison pour laquelle il faut se doter de règles pour faire des arrondis. D'accord? Autre anecdote, ben moi c'est un truc que je n'avais pas compris. Ben, quand j'étais étudiant en terminale, moi je suis d'ingénieur en bac C. Quand j'étais en terminale, donc en physique, je tombe sur une interro tranquillement, et à la fin, le résultat c'était 4,5. C'était des embrayants. Et en fait, c'était 4,50. La bonne réponse. Mais moi, qui suis plus mathématicien que physicien, j'ai marqué 4,5. Et mon prof de physique m'avait assassiné. C'était régalé à m'envoyer le résultat. Et non, c'est 4,50. Moi, je dis 4,50, 4,5, il fait bien. Et je n'avais pas compris cette subtilité à l'époque. J'ai compris ce qu'on avait compris les cours. En fait, parce qu'on était dans une mesure physicienne et que 4,50 n'a pas la même signification de fait. Troisième chose pour vous faire comprendre, allons à l'envers. Sachons maintenant qu'on a un arrondi. Si je vous dis que vous avez 4,5 d'arrondi, qu'est-ce que nous, on peut en conclure en vertu des règles d'arrondi que nous connaissons? Eh bien, nous pouvons conclure que le nombre que j'arrondis va être compris entre 4,45 et 4,55. Enfin, 54, non. Vous suivez? Mais si je donne 4,50 comme valeur physicienne, qu'est-ce que je peux en conclure? Que le nombre que je convoite est compris entre 4,495 et 4,55. Bon, enfin 54. Vous pouvez observer que la précision est beaucoup plus importante que là. Il y a un facteur 10 dans la précision. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a un petit cours sur les arrondis qui est assez sympathique. Mais ça, on ne peut plus faire. Voilà, tout ça, moi, je sais. Du coup, maintenant, on se remet en mode passé espace. Donc, maintenant, on fait les vidéos, on apprend par cœur les règles, on apprend par cœur comment ça fonctionne. OK? Donc, vous avez un extrait de cours sous les yeux. Et donc, dans cet extrait de cours, donc, les arrondis, vous l'avez compris à mon discours, c'est facile. Et en plus, ça n'est pas chronophage. Est-ce que ça tombe? Oui. Est-ce que ça tombe souvent? Non. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il n'y avait que 6 questions de maths sur les 20. 6 questions de maths sur 80 pages, vous comprenez bien que je ne peux pas vous promettre que ça va tomber. Par contre, c'est tombé. Et c'est à connaître.
Donc, il y a un petit investissement à faire là-dessus. Bien connaître ça, se faire dessus, bien connaître en cours, etc. Donc, normalement, sur le support de cours, vous êtes page 4, convention d'écriture du nombre. Et donc, on commence avec la notion de chiffres significatifs. On est encore sur la physique. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est qu'un chiffre significatif? Eh bien, vous apprenez ça par cœur. Ce sont les chiffres qui comptent différents de zéros. Ce sont les zéros placés entre les chiffres. Et ce sont les zéros placés derrière les autres chiffres. Mais attention, quand ils sont le résultat de la mesure. Je dis bien quand ils sont le résultat de la mesure. Alors, on vous donne des exemples pour vous comprendre. Les chiffres significatifs sont en gras. Bon, si on vous dit 2, 2 c'est un seul chiffre significatif. Si je dis 45, 4 et 5 sont différents de 0, il y a deux chiffres significatifs. Si maintenant je vous donne 0,2, le 0, regardez bien la définition, il n'est pas inclus dans le chiffre. Donc le nombre 0,203 ne possède que 3 chiffres significatifs. Il a 3 chiffres à la vie, mais il dispose également seulement de 3 chiffres significatifs. 2 et 0. Et le 0 entre le 2 et 3 compte, puisque ce sont des zéros entre les chiffres différents de 0. Si je prends le nombre 0,00457, lui aussi ne possède que 3 chiffres significatifs. Le nombre 2,5, lui, possède 2 chiffres significatifs. Si je vous dis qu'il y a 2300 ne possède que 3 chiffres significatifs. C'est-à-dire qu'implicitement, l'arrondi, c'est la rencontre. D'accord? Si je vous dis 600 000 environ, implicitement, l'arrondi, c'est la centaine de mille. Donc, il n'y a qu'un seul chiffre significatif. Par contre, si je dis 600 000 exactement, là, il y a 6 chiffres significatifs. Donc, il faudra faire attention, sinon, c'est le résultat de mesure. Voilà. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Deuxième chose, une fois qu'on a compris cette chose-là, comment ça se passe lorsqu'on fait des additions, des soustractions de mesures? Eh bien, vous avez une recette de cuisine, vous avez un protocole, une règle à assumer. Les résultats de mesure sont des nombres avec des chiffres décimaux, donc si les résultats de mesure sont des nombres avec des chiffres décimaux, le résultat de l'opération, à savoir l'addition et la soustraction, dépend du nombre de chiffres significatifs après la virgule. Et en fait, en gros, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On prend tous les termes, on reste avec moi, hein. C'est bon? C'est là? On prend tous les termes et on repère celui qui a le plus petit nombre de chiffres significatifs après la virgule. Mettons que le plus petit nombre de chiffres significatifs soit 2. C'est-à-dire arrondi à 2 chiffres. Les autres nombres, on les arrondit non pas à 2, à 3 chiffres. On fait le calcul. Et à la fin, on arrondit à 2. C'est facile de comprendre que si on avait arrondi comme on a 2 chiffres depuis le départ, on aurait fait quand même des boules de neige. On aurait fait une boule de neige qui, au fur et à mesure, aurait grossi. C'est la raison pour laquelle il faut arrondir à l'unité plus petite, à la colonne juste avant. Vous comprenez? C'est un peu logique, en fait. Donc, on apprend. Vous avez également un protocole pour la multiplication, qu'on verra tout à l'heure, d'accord? Et puis, vous avez des règles concernant les carrés, les racines carrées, ce genre de choses. Donc, voilà pour le cours qui n'est pas très compliqué et que l'on peut très bien maîtriser avec un million d'exemples. D'accord? Je ne dis pas d'être chaque fois, mais c'est un cours qui est maîtrisé. Ok, on revient sur le QCR. Donc, deuxième partie du cours, convention d'écriture. Et donc, première question, question générale de cours sur les chiffres significatifs. Vous voyez, à chaque fois que je vous donne une question, je fais la lumière sur une partie. Une ou plusieurs des assertions suivantes sont vraies, laquelle il est faux. Les chiffres différents de 0 sont des chiffres significatifs. Vous reprenez le cours que j'ai lu et vous regardez si la formulation est la même ou pas. Oui, cette formulation est identique à celle du cours. Donc la A est vraie. Veuillez observer qu'on a bien dit des articles indéfinis et non pas les articles indéfinis. Si on avait dit D, c'était faux. Il y en a d'autres. Mais D, c'est vrai.
Les zéros placés entre les chiffres ou devant les autres chiffres, quand ils sont le résultat de la mesure, sont des chiffres significatifs. C'est derrière. Vous avez vu un petit peu le 10. Vous avez une phrase qui fait une ligne et demie. Vous avez, je ne sais pas combien de mots, une quinzaine, une vingtaine. Il y en a un qui change. Concentration maximale. C'est exactement la formulation du cours, sauf qu'on l'a transformé derrière par dehors. C'est fini, c'est mort. Donc on reste concentré, on prenait bien son compte, on est bien la défense. La mesure 1,251-254 possède-t-elle 7 chiffres significatifs? Oui, c'est une mesure, il n'y a que des chiffres de 0. 0,002154 possède-t-il 8 chiffres significatifs? Donc combien? 4, exactement. Lorsque l'on dit 4000 étudiants environ, on a un seul chiffre significatif. Oui, hein, c'est comme le 600 000 de tout à l'heure. Hein. Exact. Si j'avais dit 4000 exactement, il y en aurait 4. Donc A, C, E, le cocktail vitaminé. Question numéro 2. On vous propose une opération. 41,578 plus 22,47 moins 17,28 457 plus 50. Dois-je rappeler que vous n'avez pas la question? Alors, quelque chose soit clair. Hein. Autant il va falloir que vous développiez des capacités de calcul mental, comme au hasard apprendre cette multiplication, choses qui parfois sont compliquées pour les étudiants dans le bac. Je ne vais pas vous faire d'esprit, mais vous verrez de temps en temps des stats, hein, lorsque vous vous interrogez sur les petits calculs, hop, ça s'effondre vite. Hein. Le 9 x 8, bim, c'est pas automatisé. Le problème, c'est qu'on n'a que 1030 hein, par question. Mais là, qu'on soit bien d'accord, hein, non, on n'est pas du tout sur cette méthode. On est sur de la méthode. Donc, regardez comment on peut répondre à cette question de façon intelligente. L'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Regardons la réponse. Et on observe que les 5 réponses ont toutes un nombre de chiffres derrière la virgule qui est différent. Donc, on voit bien qu'en fait, c'est la méthode qui est. Alors, je rappelle la méthode concernant l'addition et la soustraction. Je repère le nombre, le terme, qui a le plus petit nombre de chiffres significatifs après la virgule. Quel est-il? 50,1. J'arrondis les autres à 2 chiffres après la virgule. Je m'en fous, je ne le fais pas. Mais je sais que j'arrondis les autres à 2 chiffres après la virgule. Et à la fin du calcul, combien de chiffres après la virgule je vais garder? Un seul. Donc c'est la vie. Bim, bam, boum, c'est un traditionnel. Ok? Connaissance du cours, on est malin, tac, on va droit au but, bim. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Vous m'avez bien compris? Voilà, j'ai appliqué la méthode. Ok? Très bien. Alors, pour la question 3, alors ça, c'est un petit aparté avec des écritures des puissances, mais en fait, si on réfléchit bien, on peut très bien se ramener à des écritures avec le nombre à virgule, ça marche aussi bien. C'est-à-dire que le fois 10 puissance moins 2, d'accord, ça veut dire qu'en fait, on divise par 100, et donc, en fait, on a 1,25 548. Le 0,035478, en fait, on multiplie par 100, donc en fait, on a 3, quelque chose. Vous comprenez? Donc, en fait, soit vous apprenez votre cours avec la règle sur les puissances, qui n'est pas très difficile, mais c'est une recette de cuisine supplémentaire. Voilà, là, c'est le gâteau citron, le gâteau chocolat, d'accord? Soit de façon maligne, on se ramène l'un à l'autre, on arrive à coucher. C'est vous qui voyez votre préférence. Toujours est-il que la bonne réponse sera la réponse C. Alors en fait, c'est simple à voir. Vous voyez qu'on a plein de chiffres significatifs dans les deux premiers termes, même si on a du x10 ou du x100 ou divisé par 100. Donc, quel est le nombre qui aura le plus petit nombre de chiffres significatifs après la virgule? C'est 9,14. Il y en a 2. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à la fin du calcul, j'aurai 2. Et donc, du coup, il n'y a que la C pour comprendre. Donc, vous voyez, on pouvait aussi s'en sortir rapidement de cette façon-là. Oui. C'est pas grave qu'il y ait deux compositions avec deux noms, ça fait la virgule. Ah, ben là, tu es mal barré, il faut aller chercher un petit point. Mais là, ça veut dire qu'il faut trancher avec le calcul, donc les noms sont beaucoup plus avoir. D'accord? Voilà. Mais on est bien d'accord, deux propositions avec le grand nombre de chiffres. Ouais, donc là, tu n'as pas le choix. Non, ben d'ailleurs, là, tu vois, la D et la E, c'est un petit piège, hein, la D et la E, tu vois. Mais non, c'est pas eux qui sont ensemble. Les deux chiffres.
Donc, honnêtement, je ne peux pas te dire. Alors, comme ils sont un peu fêlés, je ne peux pas te dire que ça n'arrivera jamais. Mais je peux te dire que c'est la tendance que j'ai observée au cours de ces 20 dernières années. Et la question que tu poses n'est pas un piège vers lequel tu tends dans les questionnements du concours. Je ne peux pas te dire qu'on ne peut pas le faire, mais normalement, ce n'est pas vers ça. Ils veulent quand même poser des questions sur la méthode. Et tu regarderas que même le prof de mathématiques, qui est donc très critiquable, tu sais, moi je ne suis pas du genre à être très vache, mais lui je le fais au contraire. C'est pas un prof, d'abord, pour commencer, il massacre les élèves. Ça, c'est un truc que je ne supporte pas. Et je vais vous dire un truc très simple. Moi, ce qui me révolte, c'est qu'à la sortie à la fac à l'université, aujourd'hui, vous n'avez presque plus de personnes qui la font de la recherche. Alors d'abord parce que c'est pas très très bien payé, mais indépendamment de cela, aujourd'hui, je suis désolé de vous dire, dans la recherche scientifique, à un moment ou à un autre, il faut un petit peu qui a eu une thèse en biotechnologie ou quoi, elle n'a pas besoin de maths. Elle étudie ses champignons, il n'y a aucun problème. Mais globalement, des fois, vous avez besoin. Eh bien, je pourrais vous relater des dizaines d'anecdotes, mais si on prend que ce qui se passe à Marseille aujourd'hui, par exemple, en oncologie, et lorsqu'on regarde ce qui se passe dans l'étude, dans la recherche contre le cancer, ben on ne sait pas où on va. Hein. Aujourd'hui, on n'a rien, on ne dispose de pas grand-chose, d'accord? Alors, il y a des progrès qui ont eu lieu, d'accord? Il y a des immunothérapies qui ont été mises en place, avec le prix Nobel l'an passé, etc. Donc, vous pouvez utiliser ce programme. Moi, ce que je sais, c'est qu'à Marseille, il y a un laboratoire qui est à la pointe mondiale dans sa recherche. Et dans ce laboratoire, vous avez un professeur de médecine que je ne vais pas nommer parce qu'il est très discret, d'accord? Et qui était le responsable de son service à l'hôpital Nord et qui a été recruté par Paris pour aller mettre en place ces méthodes à Paris. Il revient démissionner, il revient dans quelques années. Et dans son labo, il y a quelqu'un que je connais qui est un mathématicien qui, pour s'amuser à passer le concours médecine du monde, et il développe des méthodes avec des outils mathématiques, avec des outils statistiques. Après, vous avez d'autres labos sur la planète qui ont d'autres façons de faire leur recherche. Tout ça pour vous dire que c'est bien dommage. C'est bien dommage qu'ils ne soient pas foutus en première année de vous donner l'envie, de vous donner l'envie de développer des outils de recherche, de vous faire comprendre à quoi ça sert une maths. Parce que c'est la première question à laquelle il faut répondre quand on fait une matière, quelle qu'elle soit. À quoi ça sert? Si vous faites de l'économie, pourquoi je fais de l'économie? Pourquoi je fais de la gestion? Pourquoi je fais du management? Si vous faites des études scientifiques de ce type, alors ce n'est pas des sciences, la médecine. Vous savez, hein, pas considéré, c'est pas comptabilisé comme des études scientifiques. Vous n'êtes pas des scientifiques. Mais pour une raison très simple, c'est que quand on est deux patients qui ont le même poids, la même taille, eh bien, selon la pathologie, vous ne pouvez pas attribuer le même traitement. Or, dans les sciences, tout est reproductible. Donc, la médecine n'est pas une science. Voilà, c'est intéressant à savoir. Donc, vous n'êtes pas comptabilisé comme des étudiants scientifiques. Hein, quand on a un déficit d'étudiants scientifiques. Bon, bref, je vais parler des concours de venir. Là, je déplore, moi, qu'on enseigne les maths comme un outil de sélection élitiste à outrance. Ça me révolte. Quel dommage qu'on donne pas envie aux étudiants d'aller regarder ce qui se passe, d'aller regarder ces outils biostatistiques qui sont phénoménaux et qui permettent d'obtenir des résultats en médecine qui sont incroyables. On a vécu une période sanitaire et on est en train au cours de la vie qui est absolument incroyable. Jamais personne n'aurait pu imaginer tout ça. Allez voir les cours internationaux. Allez voir comment ça se passe. Et vous comprenez que derrière, il y a des modèles mathématiques ultra puissants de croissance de courbe. C'est pas morbide ce que je suis en train de dire. Malheureusement, je le vois, le chiffre des décédés. D'accord? Même s'il ne faut pas lui apporter plus de crédit qu'autre chose. Vous n'êtes pas sans savoir que, finalement, même si, en effet, les mesures que l'on prend sont importantes et il faut le faire, mais on sait très bien qu'il y a d'autres pathologies qui sont à minima aussi meurtrières que celles que l'on vit aujourd'hui. C'est tout ce que je suis en train de dire. OK? Donc, il y a des modèles mathématiques qui permettent de comprendre les choses. C'est bien dommage qu'on ne donne pas. Ok, allez, je continue. Oui. Oui. C'est fois 10 puissance 0, si tu préfères. Alors, moi, je préfère que le 10 puissance 2, tu le fasses fois 100 et que tu te ramènes au protocole d'avant, tu comprends? Voilà.
Dans le cours, tu as une recette pour les nombres décimaux, une recette pour les nombres exponentiels et puissances. En fait, c'est quasiment la même recette, quoi, tu vois. Donc, plutôt que de refaire le protocole, attention, j'ai bien dit, il faudra que tu apprennes ton cours et tout, on est d'accord, hein, lâchement, je te dis d'avoir quand même ce qui se fait. Mais là, sur cette question, on pourrait se ramener à une étape d'après. OK? C'est pour ça que 9,14, je me touche. OK, je continue avec la question 4. Alors, pour la question 4, on est en train d'aborder les arrondis d'un produit. D'accord? Donc, ça, c'est une nouvelle recette. Il faut aller chercher dans le cours le fonctionnement des arrondis d'un produit. Alors, on va regarder ça rapidement. Alors, c'est là. Très bien. Alors, les arrondis avec une puissance, je les décris, hein, vous pouvez les jeter un peu. Concernant la multiplication, considérez la mesure qui a le plus petit nombre n de chiffres significatifs. Déjà, vous voyez une différence avec l'addition, il n'y a plus marqué après les virgules. Donc faites attention, il ne faut pas confondre les deux méthodes. On arrondit les autres n plus 1, et enfin à la fin, il y a un petit lapsus. Le résultat sera arrondi soit à n, soit à n plus 1. Chiffre significatif. Et qu'est-ce qui permet de trancher? Vous savez, quand on fait une addition avec la méthode de l'école élémentaire, quand on la pose, d'accord? Eh bien, vous avez par exemple 37 fois 72, 7 fois 2, 14, je retiens, ça fait 7, petit point, 49, 9 fois 54, ça fait 25. Et quand vous posez la multiplication, après, qu'est-ce qu'on fait? On fait des sommes. 4, 7, 6, d'accord? Eh bien, en fait, ces sommes, ce sont des sommes partielles, puisque j'ai fait les sommes colonne par colonne. D'accord? Et ça s'appelle la dernière somme partielle. OK? Et cette dernière somme partielle, des fois, elle est plus grande que 10. Si vous préférez, parfois, vous changez de colonne d'unité. Vous voyez ce que je veux dire? Vous passez des dizaines aux centaines, des centaines au milliers. Eh bien, si la dernière somme partielle est supérieure à 10, alors je conserve n plus un chiffre significatif. Sinon, je reviens à n chiffres significatifs. En fait, je conserve tout le temps le même nombre de chiffres après la dernière. Mais je l'ajoute en fonction de cette fameuse dernière somme partielle. Alors en pratique, pour être sûr de soi, il faudrait poser la multiplication au boulot, d'accord, et voir cette fameuse dernière somme partielle. Il y a une façon de deviner, d'accord, il y a une façon de deviner. Si vous regardez la question que je vous pose, alors regardons l'exemple d'abord, si vous êtes d'accord, que je vous propose dans le cours. Alors, c'est 414,54 fois 2,5. Ok. 414,54 possède 5 chiffres significatifs. 2,5 possède 2 chiffres significatifs. Donc, je repère le nombre qui est le plus petit nombre de chiffres significatifs. Non pas près, la nuit, au total. C'est 2,5. J'arrondis les autres à 3 chiffres significatifs. Ça veut dire que je ne considère pas 414. Je considère 415. J'ai arrondi à 3 chiffres significatifs. Maintenant, j'effectue 415 fois 2,5. Vous avez la multiplication qui vous est proposée. Alors, elle est pourrie, hein. C'était pour vous montrer à quoi ressemble le livre que je vais l'acheter. C'est une copie. Ils ne sont même pas fichus de retaper les bouquins, de faire par les étudiants. C'est un bouquin qui est vieux, qui date de je ne sais pas quoi. Donc, il y a plein de trucs qui sont gris. Et donc, si vous regardez bien, vous voyez à la fin, le 8 plus 2 qui vaut 10, la dernière somme partielle est supérieure ou égale à 10. Ce qui veut dire qu'à la fin, on ne revient pas de chiffres significatifs, on garde 3 chiffres significatifs. Donc, on gardera le 1, le 0, et comme c'est 37, ça va passer à 4. D'accord? Donc, la réponse sera 1040. C'est bon, vous avez compris le coup de la dernière somme partielle? Oui. Si on avait par exemple 414,30, est-ce qu'on aurait gardé 414 ou on aurait quand même le poids supérieur? 414,30, on aurait fait 414. Okay. Parce qu'on a déjà eu 3. Ah oui, tu as les règles d'arrondi classiques. Alors en fait, comment peut-on prévoir à l'avance ce qui se passe? En fait, voyez-vous, 400, c'est dans des centaines. Fois 2,5, on est passé au milieu. Donc là, on devine que la dernière somme partielle est supérieure à 10. On a changé de colonne. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors que si j'avais eu par exemple 14,54 fois 1,5, de façon évidente, je ne dépasse pas les 1000. Donc là, j'aurais eu que 2 chiffres significatifs. Vous voyez comment on peut s'amuser à savoir à l'avance combien de chiffres significatifs. Donc revenons maintenant à notre question. Donc c'est la question, quoi 4, très bien. Donc j'ai un produit. Alors je pourrais le faire. Ouais. Juste, là il est 55, on dit à 11h on termine. J'ai un peu plus, juste pour, on leur donner 5 minutes de pause comme ça le temps. Alors, si tu es d'accord, parce que sans ça, je vais avoir du retard avec eux. Ouais. C'est qu'on a commencé à 9h20, 9h15. Oui, je sais. Donc, je fais les 2 heures. À 11h15 ? Ouais, ça te dérange pas? Non. Ça va faire un décalage avec les doutes. Alors, ça va. Ça te dérange pas? On laissera un peu plus de pause là-bas, comme ça tu le prends. Bah, eux, ils seront reposés. C'est eux qui auront besoin de se poser 5 minutes. Toi, ça va te faire. Moi, j'enchaîne. J'ai pas peur. Magnifique. Donc, du coup, 0,4014, il y a combien de chiffres significatifs ici? 5, exact. Le 0, ne compte pas. 12,3, j'ai combien de chiffres significatifs? 3, très bien. Donc, normalement, je devrais arrondir à 4 chiffres significatifs. Le premier, c'est faire la multiplication. Alors, est-ce qu'on dépasse? Est-ce que vous comprenez la question? Est-ce qu'on dépasse, est-ce qu'on change de colonne en quelque sorte? Franchement, 4 fois 1, ça fait du 4. Vous voyez qu'on ne va pas dépasser de colonne. On ne va pas dépasser 10. Donc, il est fort probable, je vous invite à vérifier si vous en doutez, mais il est fort probable que la dernière sera à 10. Et donc, à la fin, on va garder chiffre significatif. OK? Next. C'est la définition. Maintenant, si vous en avez le courage, faites la multiplication, ça marche. Il n'y a aucun problème. Ça va convaincu pour cette notion-là? Alors, troisième notion que je ne vais pas beaucoup aborder ici parce qu'elle n'est pas facile. Elle est très très facile. C'est la notion de multiple et sous-multiple. Notion de multiple et sous-multiple. Alors, qu'est-ce que c'est que la notion de multiple et sous-multiple? Eh bien, vous l'avez dans votre support de cours. Et en fait, ça ne s'entend pas. C'est les multiples par rapport aux unités. D'accord? C'est kilos qui représentent un facteur 1000. D'accord? Et donc, on vous demande de connaître les préfixes, les multiples et sous-multiples. Donc, vous avez la liste dans un tableau. Et alors, si les premiers, vous savez, c'est DK, bon, quand on va vers le grand. DK, c'est fois 10. Hecto, c'est fois 10. D'accord? Hectolitre, hectogramme. Kilo, c'est fois 1000. Et après, vous avez, on va de 3 en 3. D'accord? C'est ce qu'on appelle la notation ingénieur. Alors, je ne sais pas si les calculatrices contiennent ça encore, mais avant, il y avait une notation ingénieur, c'est la 3 en 3 et une notation scientifique. Et donc, après, on va de 3 en 3 en général. Donc, et donc, le prochain préfixe, multiple, après kilo, celui qui représente le million, c'est méga. Et après, bon, vous avez un million de cultures, ça fonctionne bien. Méga, ensuite, 10 puissance 9, c'est le fameux giga. Vous commencez à regarder le poids des vidéos, décider. Si on est sur du gigaoctet, d'accord, par exemple, eh bien, il faut connaître tous les multiples qui sont après, c'est-à-dire téra, pétra, hexa, zeta, iota. Moi, je regarde parce que moi, j'ai la chance de faire c'est lâche, j'adore ça. Vous croyez que je me souviens de tout, hein? Et donc, il faut connaître aussi les sous-multiples. Alors, au début, c'est facile. Déci, centi, milli, micro, ça va, c'est sympa, micro. Même nano, la nanotechnologie. Là, on est bon. Voilà, il faut connaître les autres aussi. Donc là, c'est à vous de les apprendre. Hein. Mais je veux dire, par rapport au tableau de tout à l'heure, avec les énergies, la pression, ça va, quoi. Ça, on se le fait. Hein.
Et donc, après, c'est Pico. Non, c'est bon, j'avais bien à l'envers, je te remercie. Pico, Femto, Alto, Zepto, Yopto. Voilà. D'accord? Donc, à apprendre par cœur. Ça peut tomber. Si ça tombe, tant mieux. Alors, faites attention parce que ce genre de thème, si c'est bien travaillé par la concurrence et que la question tombe, si vous la foirez, vous perdez des places par rapport à la concurrence. Il faut bien que les choses soient claires. D'accord? Le gars qui bosse, c'est l'affaire, cette question. Donc, à vous d'être réglo là-dessus. Vous allez avoir des questions qui vont vous permettre de gagner des places, et vous allez avoir des questions qui vous permettent de ne pas en perdre. Les questions portant sur la multiplication et l'unité sont des questions qui vous permettent de ne pas en perdre. Faites attention à ça. Il faut être au point dessus. OK? Donc, vous avez un petit exemple assez facile, et c'est un exemple qui me permettait de revenir aussi sur la dimension. Donc, je vais un petit peu tracer, ne m'en voulez pas. Je parle du gigapascal. Donc, ça veut dire qu'il faut revenir sur l'unité du pascal, connaître donc la dimension d'une pression qu'on a déjà vu 3 fois, de façon à pouvoir traduire le pascal dans le système international, les systèmes internationaux, et ne pas oublier qu'on a une 10 puissance 9 dedans. Vous suivez? Et en plus, si vous regardez les propositions qui vous sont faites, il faudrait être très vigilant parce que des fois, on a le système CGS, des fois, on a le système MKS. Donc, il y a vraiment 2 types de calculs à faire. C'est assez rapide à faire, hein. C'est encore des puissances, des centimètres qu'on transforme en mètres. Mais vous avez compris que vous avez besoin de vous poser 10 minutes un quart d'heure pour vous entraîner à faire le calcul. Donc, il y aura 2 bonnes réponses dans cette question. Ça sera la B et la E. La B, comme Bernard. La E, comme Étienne. On a sauté la 5. J'ai sauté la 5 ? Ah ouais. J'ai oublié qu'elle est la 5. Ah, elle est bien celle-là, non ? Ouais, non, celle-là, je vous la donne aussi. Ça, tout est juste. Ouais, tout est juste. Oui, et puis il y a aussi, dans le polycopie, il y a un petit laïus où on parle aussi des unités qui sont aujourd'hui un petit peu désuètes, ou alors utilisées de façon plus confidentielle, par exemple l'art. L'art et l'hectare. Vous savez, des unités de surface. Donc il faut se souvenir de ce que c'est. Un art égale à 100 mètres carrés. Ça c'est marqué dans le polycopie, d'accord? Donc un hectare, du coup, c'est 100 arts, donc c'est 10 000 mètres carrés. Vous voyez? Donc il faut se souvenir de ce genre de choses. Ben, le litre. Un litre, c'est 1 décimètre cube. D'accord? Donc, voilà, il y a ce genre de petites choses en plus qui traînent. Donc, rien de bien méchant. C'est bien. Pas de toute façon, mais c'est bien méchant. D'accord? Voilà, donc, il faut se rappeler ce genre de choses-là. Donc, figurez-vous qu'ici, tout est juste. Et ça aussi, c'est un classique des questions. Ça peut arriver que tout soit juste. Oui, absolument. Alors, la dénombre, c'est un petit calcul. Tu vois, il y a une parenthèse puissance 1 tiers. Donc, c'est un petit calcul que tu dois faire toi. Le ato, c'est un 10 puissance quelque chose. Tu vois, et puis après, tu te calcules. Donc, tout n'est pas dans le cours. Tu le demandes, d'accord? Mais tout le cours permet de, le cours permet de répondre à toutes les questions sans problème. C'est bon? Ok. Alors, troisième notion, la notion de fonction. Alors, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Ça, c'est un fourre-tout absolument inimaginable. Déjà, ce qu'on appelle les fonctions usuelles, que vous devriez normalement déjà connaître, ben, vous ne les connaissez pas. Donc, déjà, avec les fonctions usuelles, ça quoi? Les fonctions trinomiales de second degré, les fonctions affines, les fonctions linéaires, les fonctions exponentielles, les fonctions de Gaussian, les fonctions inverses. Donc déjà, ça pose problème. Déjà. Si en plus, derrière, on rajoute la notion de continuité, la notion de dérivabilité, bon, donc ça arrive ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien. À un moment donné, il faut limiter le temps. Donc, on va réactiver des connaissances de terminale, si vous ne l'avez pas assez vu, mais on ne va pas pouvoir en moment ancienne. Alors attention, derrière la notion de fonction, après, il y aura d'autres notions qui sont liées aux fonctions, hein, notamment les dérivés, les intégrales, et tout. D'accord? Donc là, je vois les fonctions dans leur généralité. Donc, question 1. Concernant une fonction f et sa courbe représentative en ordre. Ah, fonction de f. Normalement, vous l'avez tous rencontré, et pourtant, ça n'est pas explicitement au programme, mais les enseignants en général. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'est une fonction de f, de ce qu'est une fonction f?
le mot pareil en mathématiques. Oui, symétrie, d'accord. Alors en fait, les fonctions paires et impaires, je vous explique en fait de quoi ils retournent, d'accord. Déjà, il y a un petit problème dans la terminologie, c'est que le mot paire et impair, les mots paires et impairs, vous les connaissez davantage en arithmétique, avec la centaine nombre. Je te remercie beaucoup. Et en arithmétique, c'est très simple. Un nombre entier, ben, on n'a pas le choix. Il est soit pair, soit impair. À part 0 qui fait 2, il est soit pair, soit impair. D'accord? Or, les fonctions, ce n'est pas du tout le cas. La majeure partie des fonctions, quasi toutes les fonctions, sont unitaires. La parité, c'est une propriété d'une fonction que l'on peut représenter graphiquement, d'accord? Mais ce sont des propriétés qui sont assez exceptionnelles, que l'on rencontre que dans certaines fonctions. Okay? Qu'est-ce que c'est que la parité? Alors, une fonction paire, elle a deux propriétés. La première chose, c'est que df, l'ensemble de définition, est symétrique par rapport à 0. Symétrique par rapport à 0, ça veut dire que tous les nombres qui sont définis négativement, eh bien, leurs opposés sont également dans l'ensemble de définition. Deuxième chose, l'image d'un nombre et son opposé sont égales. D'accord? Un nombre et son opposé ont la même image. Et en effet, graphiquement, ça se représente comment? Si vous prenez un nombre et son opposé et qu'on vous dit qu'ils ont la même image, donc là j'ai pris une situation classique que vous connaissez, d'accord? C'est une fonction de référence c'est la fonction carrée. Et bien dans ce cas-là, on observe que si les images sont 2 à 2 égales de part et d'autre, eh bien on a bien une symétrie axiale. Symétrie par rapport à l'axe désordonné, l'axe Y. D'accord? Donc, une fonction paire vérifie qu'un nombre et son opposé ont la même image, et ça se traduit graphiquement par une symétrie axiale. Symétrie axiale, c'est bon, on peut plier la feuille en deux, tout le monde le voit. Donc, la A est fausse. Parce que la symétrie n'est pas par rapport à l'origine du repère, elle est par rapport à l'axe désordonné. Bon, en tant qu'affaire, autant parler des fonctions impaires. Donc, les fonctions impaires, que vérifient-elles? Bon, il faut également que l'ensemble de définition soit symétrique par rapport à 0, ça. Mais par contre, les images de deux nombres opposés sont aussi opposées. Ça veut dire que f de moins x, dans ce cas-là, c'est moins f de x. D'accord? Les images de deux opposés sont liées, mais ils sont opposés cette fois-ci. Alors, graphiquement, qu'est-ce qu'on obtient? Graphiquement, si je prends par exemple l'image de 2 et que je dis que l'image de 2 c'est ça, bien l'image de moins 2 est opposée. D'accord? Et je peux faire ça avec tous les autres points. Soyez convaincus qu'on va obtenir une propriété mathématique qui a été découverte également au collège. Il va y avoir une symétrie, mais cette fois-ci une symétrie centrale. D'accord? Il va y avoir une symétrie par rapport à un point. Et ce point, c'est l'origine du repère. Donc, je répète, fonction impaire, deux nombres opposés ont des images opposées, donc leurs images sont bel et bien liées, mais et graphiquement, la courbe a bien un centre de symétrie. C'est bon? Symétrie centrale? Ok. Ensuite, donc là, A est fausse. B, si F est périodique, C est symétrique par rapport à l'axe désordonné. On a déjà la réponse est fausse, puisque symétrique par rapport à l'axe désordonné, c'est pair. Et qu'est-ce que c'est que la périodicité? La périodicité, vous l'avez rencontrée avec les fonctions trigonométriques. Qu'aujourd'hui, vous maîtrisez beaucoup moins bien qu'à l'époque. Cela dit, avec le nouveau programme maintenant, ça va remonter le niveau en théorie de ceux qui font les mathématiques. Alors, c'est avec les fonctions trigonométriques, notamment les fonctions de référence sinus et cosinus que vous avez rencontrées. Qu'est-ce que c'est que la périodicité? C'est lorsque une fonction a des variations sur un intervalle et qu'elle se répète ad vitam aeternam. C'est ça la périodicité. Donc la notion qui est cachée derrière la périodicité, c'est la notion de translation. Translation, je détache, je glisse, d'accord?
Donc, ce n'est pas du tout la symétrie centrale ni axiale. OK? Le point de coordonnées A, 2, 3 appartient à C. Est-ce que ça veut dire que F de 3 est égal à 2? C'est le contraire, hein. C'est 3 qui est F de 2. C'est F de X égale Y. Donc la C est fausse. C'est bon? Si F est paire, et donc la E est fausse. Ça c'est quand même aucune idée. Hop, intelligent. Donc voilà pour cette question. Alors moi, que ce soit clair, je vais essayer de faire le maximum de choses, de vous faire plein de trucs. Mais ne comptez pas sur moi pour vous battre pour pouvoir attendre. Ça va vraiment, c'est pour faire la fin du vote. Donc demain, on reprendra le numéro 2 des fonctions. Et vous avez compris des fois la réponse. Je vais faire ce que j'ai prévu. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Faites poser des questions, venez en commençant par des questions. Lisez la suite du point de vue et on va faire des questions pour quelque chose qui est sans connu. Révisez un petit peu vos formules de si on en a besoin, notamment quand on va prendre la question. Pas sûr qu'on a des équations différentielles. Des indications, je pense que ça commence. Sa question, les chaînes questions de Martin. Alors voilà, vous êtes une plus intelligent juste à la fin du cours. Je vous remercie de votre attention. À demain. Merci. Oui, je vous avais dit. C'est bon? C'est moi qui chante? Mystère, c'est moi. Je l'entends. Non, c'est bon? C'est peut-être plus simple si c'est pas dans des fins. Ah, ok.
Bon, je suis désolé pour vous. À demain. Ça t'a plu? Ça va. Mettez-vous. Ok, d'accord, ça va. Désolé pour vous.